bonjour. Donc moi j'ai abordé la question du coloscanner sur cette problématique. Le coloscanner est-il efficace, sous-entendu dans la prise en charge du cancer colorectal? Pour cela, je vais un petit peu introduire la notion de coloscanner et deux grandes techniques, le coloscanner au gaz ou coloscopie virtuelle et le coloscanner à l'eau. Puis enfin, nous discuterons des indications, de votre place dans la prescription de ces examens en fonction des données de la littérature. Alors, on entend par coloscanner toute étude scanographique du côlon après distension, afin d'une meilleure appréciation et de la lumière et de la paroi, et dans une moindre mesure, on le reverra, de l'environnement péricolique. Il y a deux grandes techniques qui ne s'opposent pas mais qui se complètent, c'est le coloscanner à l'eau et le coloscanner au gaz ou coloscopie virtuelle. Donc, ces deux techniques ont des places différentes dans la prise en charge du cancer colorectal. La coloscopie virtuelle a une place de prévention dans la détection des lésions précancéreuses. Le coloscanner à l'eau a une place diagnostique et préthérapeutique. Cela implique donc des indications, des techniques et surtout des résultats attendus différents. Et on reverra au cours de cette présentation leur place par rapport à la coloscopie, par rapport au dépistage, etc. Donc on va commencer par la coloscopie virtuelle ou coloscanner au gaz, terme qui est préférable au terme de coloscanner à l'air, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Donc l'objectif principal de cet examen, c'est la détection des lésions précancéreuses et des polypes, pour ensuite une éventuelle résection par endoscopie en prévention de dégénérescence en cancer colorectal. Au niveau de la technique, elle s'appuie sur une préparation efficace du patient qui débute par un régime sans résidus 2 jours avant. L'autre point très important, c'est aussi le marquage des éventuels résidus de matière fécale tant liquide que solide par du produit de contraste. On reviendra dessus, ça permet une meilleure sensibilité des lésions. Ensuite, alerte d'un insufflateur automatisé de CO2, de la sorte, d'où le terme au gaz. Afin de prévenir tout risque perforatif et de diminuer les douleurs, on va entraîner une distension du cadre colique que l'on va surveiller par des scoop view, qui sont des acquisitions radiographiques simples afin de s'assurer d'une bonne distension sécale, jusqu'ici. Une fois qu'on a une bonne distension du cadre colique, on effectue une acquisition liquidale, donc basse dose, afin de limiter les radiations en décubitus et en procubitus. Nous reviendrons sur l'intérêt de cette double hélice sans injection de produit de contraste. L'avantage, c'est que ce gaz est rapidement résorbé par la muqueuse colique, puisqu'on a ici en 10 minutes une bonne résorption. Alors les contre-indications de cet examen, donc tout d'abord liées aux radiations, c'est la grossesse, et enfin ce sont tous les risques perforatifs, donc un patient en occlusion, une chirurgie récente, etc. Donc les résultats pour ce type d'examen, tout d'abord on fait des analyses en coupe axiale standard, comme vous devez sûrement connaître, en fenêtrage adapté, avec ici une belle distension aérique colique. Mais d'intérêt, c'est aussi une analyse tridimensionnelle sur des logiciels adaptés, avec un étalement de la muqueuse colique comme en anatomopathologie, et une exploration endoluminale, d'où le terme de coloscopie virtuelle, de la sorte. Donc les résultats, voilà l'ensemble assemblé sur la même fenêtre, puisque c'est l'intérêt, une analyse concomitante de l'ensemble de ces analyses. Donc tout d'abord, on peut mettre en évidence, c'est ce que l'on recherche, des polypes. Voici un premier exemple, avec ici tout l'intérêt du procubitus, puisque le polype reste appendu à la paroi. Ici, sur la navigation endoluminale, la mise en évidence d'un polype de 8 mm, excellente corrélation avec la vidéocoloscopie. Un deuxième exemple de polype, ici, que l'on retrouve sur l'étalement de la muqueuse à ce niveau-là. Ici, sur la visualisation endoluminale, et de même la corrélation par vidéocoloscopie. Un troisième exemple de polype. Ici, on voit tout l'intérêt du marquage des résidus liquides par le produit de contraste qui vient silhouetter le polype, et l'intérêt du décubitus et du procubitus avec le polype qui se déplie dans la lumière colique, et toujours la corrélation vidéocoloscopique. L'intérêt du marquage des résidus, on vient de le voir pour les résidus liquides, pour les résidus solides. Ici, sur la vue endoscopique virtuelle, on pourrait être trompé, mais ici, le marquage ne laisse pas de place au doute. Et enfin, on peut tomber dans de rares cas, ce n'est pas le but premier, sur des lésions déjà dégénérées, comme ici sur un bourgeon fortement suspect, avec la corrélation coloscopique. Donc l'efficacité de la coloscopie virtuelle ou du coloscanner au gaz a été explorée dans un premier temps par les équipes d'Alligan sur une méta-analyse de 1996 à 2003, mais c'est surtout la méta-analyse de l'HAS parue en 2010 qui a abouti à des recommandations. Il s'agit d'une méta-analyse basée sur, parmi près de 1300 études, qui a regroupé donc 24 études comparatives incluant 7000 patients, et qui trouvait des résultats de sensibilité relativement intéressants pour les lésions supérieures à 6 mm, et surtout une sensibilité très intéressante pour les lésions supérieures à 1 cm, qui, comme on vient de le voir, présente toutes les caractéristiques d'une résection.
Des résultats secondaires, pour gagner en sensibilité au terme de cet examen, c'était le marquage des résidus, comme on l'a vu, c'était l'épaisseur des coupes fines, mais ce qui est maintenant un standard dans l'ensemble des centres, et surtout le mode de lecture 3D avec l'étalement de la muqueuse colique et la navigation endoluminale. Un autre résultat assez intéressant était la mise en évidence de lésions extracoliques, ce qu'on pourrait s'attendre de manière commune dans les explorations sclénographiques, mais avec des chiffres relativement bas. Cela vient du fait que l'acquisition se fait en basse dose et surtout sans injection de produits de contraste. Enfin, un dernier résultat intéressant, c'était l'existence de seulement 24 complications sur 62 000 patients, dont aucune létale. Donc, ce qu'il en est ressorti, c'est que c'est un examen qui est nettement efficace pour les lésions précancéreuses supérieures à 1 cm et relativement efficace pour les lésions supérieures à 6 cm. Cela n'a en aucun cas sa place en première intention dans le dépistage du cancer colorectal à la place de la vidéocoloscopie, bien entendu. À titre d'information, certains centres aux États-Unis le proposent en premier examen de dépistage à la place même de l'hémoculte et en cas de découverte de polype est adressé pour une résection. C'est un examen de dépistage qui s'adresse donc à des patients relativement jeunes, jusqu'à 65-70 ans. En cas de vidéocoloscopie incomplète ou de refus de vidéocoloscopie, c'est un examen qui est parfois ressenti de manière moins traumatisante par les patients. Et enfin, si l'hémoculte est positif et qu'il existe une contre-indication à l'anesthésie générale, cet examen trouve tout à fait sa place. Donc ça, c'était pour la coloscopie virtuelle. Maintenant, on va passer au coloscanner à l'eau. Donc là, on est sur une problématique tout à fait différente, puisque là, l'objectif est de faire un diagnostic d'un cancer du côlon avéré. Le deuxième point important, c'est de pouvoir faire un staging de la lésion afin d'avoir une prise en charge médico-chirurgicale optimale. Et enfin, d'avoir une localisation préopératoire précise, avec notamment les rapports aux organes environnants, plus précises qu'un éventuel lavement baryté. Donc pour ça, la technique, elle est relativement plus simple, puisqu'il n'est pas nécessaire d'avoir une préparation du patient. Nous reviendrons sur ces résultats. Tout au plus, un simple lavement évacuateur le matin même de l'examen. On commence par une première hélice sans injection de produits de contraste. Plusieurs intérêts. Vérifier que la canule est en place sans perforation pour éviter les complications après le balisage du cadre. Évaluer la stase intercorale pour avoir une idée d'où on va. Et surtout avoir une hélice sans injection de produits de contraste sur le foie pour mieux explorer d'éventuelles lésions secondaires. Ensuite, on balise le cadre colique par un phénomène passif par 2 litres d'eau tiède. On effectue une hélice avec produit de contraste iodé au temps portable de l'injection de produit de contraste. Et enfin, on fait une évacuation passive à la fin de l'examen. On passe rapidement sur les coupes et si on voit une lésion suspecte, on fait une hélice thoracique afin d'avoir un vrai TAP d'extension. Donc les résultats, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle peut se faire sur n'importe quelle console ou PAX que l'on trouve dans beaucoup d'établissements. Tout d'abord, sur un coloscanner normal, la paroi colique est fine, moins de 3 mm, on visualise bien les ostrations et on s'assure d'une bonne distension jusqu'au bas-fond sécal. Ensuite, on peut mettre en évidence donc des lésions cancéreuses. C'est un épaississement de la paroi colique qui est irrégulier, fortement rehaussé, bourgeonnant, infiltratif. On peut en évaluer la taille, la déformation de la paroi colique, voire l'infiltration de la glace péricolique. C'est le T de la lésion, et aussi une première lésion cancéreuse qui ne déforme pas la paroi. T1, donc classé T1, T2. Voici 2 autres lésions beaucoup plus bourgeonnantes. Je ne sais pas si on voit très bien, il y a une infiltration de la glace péricolique. Et donc on classe les lésions en T4. Ensuite, on peut analyser les ganglions. Donc c'était le problème tout à l'heure. En scanner, on se base sur le critère de taille de 1 cm de petit axe. Certaines équipes commencent à parler d'un rehaussement supérieur à 100 unités d'Hounsfield pour parler de ganglions suspects, même quand ils sont infracentimétriques. Donc là, on a de nombreux ganglions rétropéritonéaux dans le cadre d'une lésion dégénérée colique. Donc ça, c'est pour classer les ganglions. Enfin, l'avantage de cette acquisition permet de faire le bilan des lésions secondaires. Donc on a ici sur un coloscanner de multiples lésions secondaires hépatiques. Ici, une lésion T3 qui déforme les parois coliques avec, pareil, des lésions secondaires hépatiques. Ici, une lésion dégénérée sécale avec des nodules de carcinose péritonéale. Enfin, ici, sur un coloscanner, après avoir vu une lésion, on a réalisé une hélice thoracique qui a retrouvé des lésions secondaires pulmonaires. Donc voici d'autres exemples pour vous montrer que c'est extrêmement parlant et relativement facile à interpréter. Des lésions au niveau de la valvule de Boin. Alors, il est possible ensuite de pouvoir détecter des polypes. Néanmoins, la sensibilité est très faible. Elle est de l'ordre de 30 à 40% selon les études, surtout pour des équipes entraînées. Ce n'est bien entendu pas le but premier, mais on peut voir ici
des lésions polyploïdes. Et enfin, ce qui est très intéressant à retenir, c'est que c'est un examen qui peut tout à fait s'effectuer sans injection de produits de contraste, notamment pour les insuffisants rénaux sévères. En cas d'allergie, on voit très bien toute lésion dégénérée. Ce sont souvent en plus des patients qui ont des comorbidités lourdes qui peuvent présenter des contre-indications à une vidéocoloscopie. Donc l'efficacité du coloscanner à l'eau a été bien explorée par des équipes françaises, avec notamment une belle étude prospective par l'équipe professeur Hydro à Angers, sur une étude prospective d'environ 200 patients. On voit des chiffres de sensibilité tout à fait intéressants, avec une sensibilité proche de 99% pour l'ensemble des patients inclus, et même de 95% pour les patients qui avaient une stase temporale très importante. Donc ce n'est absolument pas un gène à l'exploration. Et la valeur prédictive négative était de 99%, ce qui permet d'avoir des résultats intéressants. Donc ici, les indications sont tout à fait différentes de la coloscopie virtuelle. C'est surtout la recherche d'un cancer colorectal dégénéré, devant l'existence de symptômes coliques, en cas de vidéocoloscopie incomplète ou de contre-indication à la vidéocoloscopie. Cela se fait donc souvent chez des patients âgés, fragiles. C'est un examen qui est peu traumatisant, qui est rapide et qui se passe dans l'ensemble très bien. Cela permet aussi une exploration de l'ensemble du cadre colique en cas de cancer colorectal avéré et de vidéocoloscopie incomplète, notamment sur les lésions spinozantes. On arrive beaucoup mieux à distendre le côlon par ce principe-là. Si on découvre à l'imagerie, que ce soit hépatique ou de médecine nucléaire, des lésions hépatiques secondaires, on peut d'emblée proposer un coloscanner à l'eau qui permettra d'explorer. Et surtout, c'est une excellente indication dans le bilan de l'anémie ferriprive chez les sujets supérieurs à 75 ans. Donc, la question, le coloscanner est efficace, bien entendu, sinon on s'adapte à la technique en fonction de ce que l'on recherche. Et c'est là où vous prenez toute votre place, en fonction des lésions que vous recherchez, surtout dans l'appréciation du terrain du patient. C'est plus l'âge physiologique que l'âge civil qui va rentrer en compte. De plus, le coloscanner a une place de plus en plus importante dans la prise en charge du cancer colorectal. Il ne rentre bien entendu pas en concurrence avec la vidéocoloscopie, mais c'est un parfait complément. Et il y a plus d'indications lavement-barité dans le cadre du cancer colorectal, puisqu'on a une localisation préopératoire bien plus précise sur un coloscanner à l'eau que sur un lavement-barité. Donc je vous propose un petit tableau récapitulatif avec toutes les indications et c'est tout ce qu'on a vu. Et voilà, je vous remercie.